Bienvenue sur la chaîne Les Jours d'avant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les souvenirs poignants de la France d'après-guerre, une époque où l'économie de survie régnait dans chaque assiette. Prêt à découvrir comment on faisait du pain avec du sang ou une omelette à base de coquilles d'œufs? Remontons ensemble le fil de ces plats oubliés, parfois choquants, mais toujours vrais. Et vous, votre famille a-t-elle connu ces recettes du peu? Ce n'est pas qu'un nom choquant, c'était une réalité. Dans la France d'après-guerre, le pain au sang symbolisait la survie. Quand il n'y avait plus de viande, même le foie était un luxe. Le sang récupéré lors des abattages n'était jamais jeté. On le faisait épaissir, on l'incorporait à de la pâte avec du pain rassis et on le cuisait au four ou à la poêle. Pour certains, c'était de la barbarie. Pour ceux qui avaient connu la faim, c'était la force, c'était l'énergie. Avez-vous déjà mangé du pain qui sentait le fer plus que la farine? Noir, dense, presque lourd, impossible à croquer en marchant. Il fallait s'asseoir, le manger doucement. Les grands-mères le coupaient finement, avec respect. Les grands-pères mâchaient en silence, avec dans la gorge l'écho des tickets de rationnement et des sirènes d'usine. Ce pain-là, on ne le mangeait pas pour le plaisir, on le mangeait pour rester debout. Aujourd'hui, cela semble impensable. Mais dans ce pain se trouve une vérité, une mémoire que seuls ceux qui ont vécu peuvent reconnaître. Qui cuisine encore les fans de betteraves? Et pourtant, juste après la guerre, c'était un miracle. Quand les betteraves elles-mêmes manquaient, quand même les pommes de terre étaient rares, les fans devenaient un repas. On les préparait avec un peu de lait, une cuillerée de farine, parfois un œuf, souvent le seul qu'on avait, du pain rassis émietté et hop, au four. Et malgré tout, ce gratin sentait bon. Il sentait le foyer. Il n'avait rien d'un plat de fête, mais les grands-mères le servaient avec fierté, car il était fait maison, sincère. Ces feuilles, que d'autres jetaient, devenaient chez nous un plat croustillant, doré, nourrissant. Ceux qui se souviennent de ce parfum savent que la pauvreté aussi peut avoir du goût. Et vous, avez-vous connu ces recettes où la feuille comptait plus que le fruit? Non, vous ne rêvez pas. La coquille d'œuf n'était pas un déchet. C'était une source de calcium. Dans les campagnes, on la séchait, on la broyait très finement et on l'ajoutait à la pâte ou à l'omelette. Imaginez, une omelette presque sans œufs mais avec leurs coquilles. Les enfants la mangeaient sans savoir. Ils entendaient « Voilà ton omelette ». Dedans, un peu de lait, de la farine, parfois de la fécule de pommes de terre et une pincée de poudre de coquille, car les os devaient être solides. Il n'y avait pas de vitamines, mais il y avait l'amour. Les grands-mères disaient « Ce n'est pas le goût, c'est le bien ». Et elles avaient raison. Dans cette omelette se trouvait toute l'ingéniosité du manque, toute la tendresse d'une époque dure. Et vous, que diriez-vous à votre enfant si vous deviez lui cuisiner cela aujourd'hui? Quand le printemps arrivait, on ne cueillait ni épinards ni salade. On cueillait les orties avec des gants, parfois à main nue. C'était la première verdure et donc la première soupe. On la préparait avec de l'eau, une pincée de sel, parfois un peu de farine ou de semoule pour épaissir. Un œuf, c'était jour de fête. Et si l'on avait des pelures de pommes de terre, on les ajoutait aussi. Les jeunes tubercules, eux, étaient pour les enfants. La soupe aux orties était vive, piquante, verte comme le renouveau. C'était le goût de ce qu'on peut ramasser, pas acheter. Vous avez déjà ramassé des orties dans votre enfance? Ou cela ne vit plus que dans les souvenirs des anciens? Après la guerre, rien ne se perdait. Même pas la peau du poulet, du canard ou de l'oie. On la passait au hachoir, avec du pain, des oignons, des épices. Parfois, on y ajoutait un peu de poudre d'œuf, s'il en restait. Ces galettes étaient grasses,
croustillantes, au goût inimitable. Mais personne ne demandait leur composition. Les galettes de peau de volaille n'étaient pas une tromperie, elles étaient une solution. Les mères les servaient avec de la purée et les enfants mangeaient sans broncher. L'odeur suffisait à calmer les ventres vides. Et à la maison, ça sentait la cuisine, pas la pénurie. Aujourd'hui, cela semble étrange, presque choquant. Mais à l'époque, c'était une invention. Et vous, souvenez-vous d'un plat dont vous ignoriez les ingrédients mais dont vous connaissiez la chaleur? Quand on pressait les betteraves pour en faire du sirop ou du jus, il restait du marc, sec, sans goût, rugueux, mais même ça, on le gardait. On le faisait sécher, on y ajoutait un peu de farine, un soupçon de graisse, une pincée de sucre, et on faisait des biscuits. Ces biscuits aux marques de betterave n'étaient pas sucrés comme on les imagine. Ils étaient âpres, parfois un peu amers, mais ils croustillaient. Et le croustillant, c'est presque de la joie. Les mères les glissaient dans les poches des enfants pour l'école, ils s'émiettaient, laissaient des traces rougeâtres sur les doigts, mais donnaient l'illusion d'un goûter. Et cela suffisait. Aujourd'hui, personne ne songerait à refaire ça. Mais ceux qui ont goûté le marc savent. Le goût importe peu quand il y a quelque chose à manger. Le lapin était un luxe. Mais à cette époque, on mangeait tout. Les têtes, que l'on jetterait aujourd'hui, étaient gardées pour le pâté. On les faisait bouillir longtemps. On en retirait les joues, le cerveau, même la langue. On mélangeait le tout avec des épices, parfois un peu d'oignon, et on tassait le tout dans un moule. Le pâté de tête de lapin n'était pas tendre. Il était puissant, fort, à l'image de ceux qui le mangeaient. On l'étalait sur du pain. On le mangeait froid, avec une tisane. Les enfants grimaquaient, les adultes se taisaient, parce que ce goût-là, c'était celui de la victoire sur la faim. Avez-vous déjà entendu parler d'un tel plat? À l'époque, c'était presque un festin. Aujourd'hui, c'est une relique. Quand même, les croûtes de pain avaient de la valeur. On en faisait une soupe. On faisait bouillir de l'eau. On y jetait les bouts secs de pain, un peu de sel, parfois un oignon. On laissait mijoter jusqu'à obtenir une bouillie. Si on avait de la graisse ou un peu de lait miracle. Sinon, rien. La soupe aux croûtes était grise, collante, sentait la farine brûlée. Mais elle était là. Et donc, il y avait un dîner. Elle réchauffait, elle rassemblait. C'était une soupe qui disait « Nous partageons ce que nous avons, même si ce n'est que des miettes. » Et vous, pourriez-vous manger une telle soupe aujourd'hui? Ou cela n'existe-t-il plus que dans les casseroles de la mémoire? Ça paraît fou, n'est-ce pas? Et pourtant, à cette époque, c'était une trouvaille. Après un repas de poisson, on récupérait toutes les arêtes, on les faisait bouillir jusqu'à les attendrir, puis on les séchait, les pilait au mortier. On ajoutait un peu de farine, un œuf, un oignon, et on faisait frire des galettes. Ces galettes d'arêtes de poisson n'avaient pas un goût habituel. Légèrement amer, dense, avec un parfum de mer et de feu. Les enfants faisaient la grimace. Les adultes, eux, savaient. Calcium, graisse, protéines, tout était là, même si leur préparation prenait toute la journée. Et vous, avez-vous déjà mangé du poisson une seconde fois sous une autre forme? Ces galettes étaient la preuve qu'on peut cuisiner avec rien, avec une inventivité qui aujourd'hui encore étonne. Pourpier, pissenlit, ortie douce, ces plantes que l'on arrache d'habitude du jardin, allaient droit dans le saladier. Au printemps, quand les légumes manquaient, on les cueillait à la main. On les lavait, on les trempait, parfois on les blanchissait, une touche de vinaigre, un peu de sel, l'huile, rare. Cette salade n'était pas réconfortante. Elle piquait, elle était âpre, presque rugueuse, mais elle était verte et vivante. Le goût d'une liberté arrachée au sol. Avez-vous déjà mangé une salade qui vient du bord du chemin? Aujourd'hui, on en fait des recettes
sauvage. À l'époque, c'était juste la seule verdure, et elle suffisait. Les pieds n'étaient jamais jetés. On les faisait bouillir 8 à 10 heures pour en extraire tout le gélatineux. Ensuite, on filtrait, on laissait refroidir. Et cela devenait une gelée, dense, presque noire. Pas de sucre, pas de goût agréable, mais une puissance nutritionnelle. On la coupait en cubes, on l'accompagnait de vinaigre ou de moutarde. Ce n'était pas un dessert, c'était de l'énergie brute. Elle tremblait sur la cuillère, croquait sous la dent. Aujourd'hui, ce plat semble oublié. Mais il tenait sa place sur les tables, là où chaque gramme comptait. Peut-être faut-il s'en souvenir comme d'une leçon de simplicité courageuse. Quand l'été se montrait avare et que les arbres laissaient tomber de petits fruits durs et acides, on ne les jetait pas. On les ramassait, on les lavait, on les faisait cuire longtemps, avec beaucoup de sucre si on en avait, ou du miel si on avait de la chance. Ainsi naissait la confiture de fruits pas mûrs. Elle ne se tartinait pas vraiment. On la mangeait à la cuillère, parce qu'elle était là, non pour le plaisir, mais pour l'utilité. On la conservait précieusement, car même l'acidité avait sa valeur. Et vous souvenez-vous d'un goût d'enfance qui faisait grimacer, mais réchauffait le cœur? On le connaissait dans tous les coins de la France d'après-guerre. Foie, poumon, cœur, un peu d'oignon, du vieux pain tout passé à la poêle, puis au hachoir. Le pâté de foie et d'abat était lourd, corsé et parfois amer. Mais dedans, il y avait tout, la force, la graisse et le sang de la vie. On le tartinait sur du pain, on le mangeait directement à la cuillère, il sentait la poêle brûlante, le sel et le temps qui passe. Les enfants rechignaient parfois, mais les adultes y voyaient du carburant. Une cuillerée et l'après-midi étaient assurés. Aujourd'hui, on grimace à ce genre de mélange. Mais quand on sait ce que cela représentait, on le mange avec respect et gratitude. Les pommes de terre étaient pour les repas, mais les pelures, elles allaient dans la soupe. On les faisait bouillir avec de l'ortie séchée, du thym, un peu d'ail sauvage, parfois une goutte d'huile, si on en avait. La soupe aux pelures était limpide, verte, avec un parfum d'herbe, de feu et de terre. Elle ne remplissait pas à craquer, mais elle réchauffait. Elle disait « Nous n'avons presque rien, mais nous sommes ensemble, et même la peau d'un tubercule, si elle est partagée, devient soupe. Vous souvenez-vous de cette soupe? Ou n'existe-t-elle plus que dans les marmites oubliées? » Cela semble une blague. Mais dans la France d'après-guerre, c'était le quotidien. On ramassait les pommes tombées, on coupait les parties pourries, on gardait la chair ferme, on ajoutait un peu d'oignon, du vinaigre. L'huile? Un luxe. La salade de pommes pourries était acide, elle sentait l'automne et l'instinct de survie. On ne la mangeait pas avec plaisir. On la mangeait parce qu'elle était là, parce qu'elle rappelait que même ce qui tombe peut nourrir. Dans ce goût d'oxydation, il y avait du courage, de l'intelligence et une grande dignité. Vous avez déjà sauvé un fruit pour le transformer en repas? Alors vous comprendrez cette salade. Le soir, s'il restait de la bouillie, on ne la jetait jamais. On la versait dans un moule, on y ajoutait un peu de farine, du sucre si on en avait, parfois des épluchures de pommes ou quelques raisins secs, une noix de graisse par-dessus, et au four. Le gâteau de reste de bouillie n'était pas un vrai gâteau. Il était compact, parfois brûlé, mais toujours chaud. On le mangeait le matin avec une tisane. Les enfants l'emportaient à l'école. Il n'était pas joli, ne s'émiettait pas en douceur, mais il était fait maison. Et cela valait tout. Vous rappelez-vous quand un plat revenait sous une autre forme? C'était ça, la magie des restes. Quand la viande manquait, il fallait inventer. On récupérait la moelle dans les os, on la mélangeait avec de la mie de pain, celle tombée sur la nappe, un peu d'oignon,
une pincée de sel, un peu de graisse, et on façonnait des boulettes. Les boulettes de mie de pain et de moelle étaient moelleuses, fondantes, avec un parfum de feu et de graisse douce. On les mangeait avec du pain, on les avalait avec de l'eau. Ce n'était pas seulement nourrissant, c'était un acte de fierté. Faire quelque chose à partir de rien. Les mères disaient « Tant que les enfants ne souffrent pas de la faim », et les pères restaient silencieux, parce que, dans ces boulettes, il y avait tout ce qu'ils pouvaient offrir. Ceux qui y ont goûté s'en souviennent. Ceux qui ne l'ont pas fait peuvent à peine imaginer. Le chou régnait en maître sur la table, surtout quand il n'y avait plus rien d'autre. On le coupait grossièrement, on le laissait cuire longtemps, parfois dans de l'eau, parfois dans un bouillon d'os. Et s'il restait quelques restes de viande, tendons, gras, nerfs, on les ajoutait. Le chou braisé au reste de viande devenait un plat parfumé, riche, même sans viande réelle. Son odeur remplissait la cuisine, réchauffait la maison. Il mijotait des heures, absorbait le goût de tout ce qu'il touchait. Les enfants chipotaient, les adultes mangeaient en silence. C'était un plat d'humilité et de respect pour chaque morceau sauvé. Vous reconnaissez ce parfum? Celui de la cuisine d'un soir où l'on n'attendait rien mais où tout comptait. Les haricots et les pois étaient rares, mais leur cosse, elle, devenait soupe. On les faisait tremper, cuire longtemps, parfois jusqu'à ce qu'elles fondent. Un oignon, un peu d'herbe sèche. La soupe aux cosses était trouble, légèrement pâteuse, mais elle sentait la verdure. C'était une vraie soupe de rien. Pas de grains, pas de viande, pas de pommes de terre, juste des restes et de la patience. Elle réchauffait. Elle rappelait que tout peut être utilisé si l'on n'a pas le droit au gaspillage. Dans ces cosses, il y avait de la force, celle-là même qui tient debout quand il ne reste que les miettes. Quand l'aubergine allait dans la ratatouille, sa peau ne finissait pas à la poubelle. On la découpait en lanières, on la roulait dans un peu de farine, ou on la faisait simplement frire. Elle se recroquevillait, devenait croustillante, presque comme une chips. Amère, mais vivante. La peau d'aubergine frite, ce n'était pas un plat. C'était une idée. Tout se récupère. Les enfants croyaient à un nouveau légume. Les mères souriaient, sans en dire plus. L'essentiel était qu'il y ait un dîner, même sans aubergine. Tant que ça croustillait, tant que ça sentait bon, tant que c'était partagé, ainsi vivait-on, avec la peau à la place du fruit, mais avec de la chaleur dans la cuisine. C'est ainsi que les cuisines de France sentaient quand la vie apprenait à chérir chaque miette. Nous avons rappelé le pain au sang, la confiture de fruits verts, les soupes d'épluchures. Ce n'étaient pas des recettes, c'était de la mémoire, de la stratégie de survie, de la dignité. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage à travers le goût et le temps. Il y a encore tant à raconter. Et peut être que chez vous aussi, des souvenirs pareils sommeillent. Laissez un commentaire. Et si ce contenu vous a touché, mettez un « j'aime ». Cela nous dira que cette mémoire mérite de vivre encore longtemps.